Moi, je vais vous parler d'un aspect pour lequel la composante multinationale est encore embryonnaire, qui sont les aspects de formation et de carrière. Vous savez que la science est internationale, que les industries, en particulier les industries de santé, sont internationales. En revanche, la formation est encore en Europe extrêmement comment dire, en fait, régie par le niveau local, voire le niveau même régional, souvent, parce que dans un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, c'est au niveau des Länder que les universités sont pilotées. Il s'avère qu'il y a une convergence, oui, la diapositive suivante, les intérêts des scientifiques et des industriels en matière de formation sont relativement convergents et ils ont tous besoin de profils qui ne sont pas les profils habituels auxquels on est habitué, mais des profils qui sont capables de mener une carrière avec un passage du milieu académique vers le milieu industriel, d'un pays à l'autre, et puis avec des profils très transdisciplinaires. Et donc, de ce fait, le programme Innovative Medicine Initiative, qui est un partenariat public-privé entre les FPIA, c'est-à-dire les industries pharmaceutiques européennes d'une part et la Commission européenne d'autre part, avec 1 milliard qui est apporté sous forme de contribution in-kind par les industriels et 1 milliard in cash par la Commission. C'est intéressé à un certain nombre de programmes qui sont des programmes scientifiques, mais en plus de ces programmes scientifiques, il y a un volet sur les aspects d'éducation et de formation. Et dans ce programme, il y a à l'heure actuelle 5 projets qui sont financés, dont M-Train. Alors M-Train, il est un peu particulier parce que par opposition à d'autres programmes qui développent du contenu qui est intéressant à la fois pour le milieu académique et pour le milieu industriel, comme par exemple la pharmacovigilance, comme le développement de médicaments. C'est le cas du programme PharmaTrain ici. Ce programme M-Train, il ne développe pas de cours. Il développe un cadre, une stratégie et des instruments pour essayer de créer un espace unique de la formation et des carrières en Europe dans le domaine du développement de médicaments, à la fois du côté des industriels et du côté des académiques. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter de manière rapide. Alors je ne vais pas faire la liste de tous les éléments de ce programme-là, mais juste 2 ou 3 choses importantes. La première qu'on va voir très vite, c'est qu'on est en train de faire une enquête justement pour essayer de capter quels sont les besoins, les capacités, les stratégies en termes de formation au niveau de chaque pays, tant du côté des industriels que du côté des académiques. Deuxième instrument, c'est un catalogue des cours dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Et on a à l'heure actuelle plus de 1600 masters qui sont enregistrés. Et ça, en créant ce savoir, finalement, c'est une façon de décloisonner l'Europe et de créer un marché unique en Europe. Troisième aspect, c'est les aspects de qualité des cours, d'accréditation de certaines formations. Et puis, un quatrième aspect qu'on va voir très vite, qui est celui de la formation continue. Et puis ensuite, très rapidement, je vais vous dire un mot du programme PharmaTrain, qui est vraiment très en ligne avec ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, la prochaine diapo vous explique un petit peu ce que c'est que M-Train. Donc M-Train, c'est European Medicine Research Training Network. En fait, c'est pas un réseau de formation, c'est un réseau de stratégie et de développement d'outils pour la formation, dans laquelle les partenaires, encore une fois, sont d'une part des industriels et d'autre part des académiques. On va voir un petit peu lesquels. Et il y a effectivement une forte convergence des intérêts. Et les uns et les autres souhaitent pouvoir développer des profils transdisciplinaires, des profils qui sont capables de travailler dans un environnement de type industriel aussi bien que de type académique, et puis de travailler dans les différents pays en Europe. Donc le partenaire académique, eh bien, ce sont... Oui, la suivante, s'il te plaît. Le partenaire académique, eh bien, ce sont les infrastructures qui ont été créées en Europe par une décision, enfin par des recommandations d'un groupe qui s'appelle ESFRI. ESFRI, c'est le European Strategy Forum for Research Infrastructures, qui a défini un certain nombre de priorités en termes d'infrastructures de recherche. Et vous pouvez voir que dans celles qui ont été définies, au moins toutes celles de 2006 et une petite partie de celles de 2008, eh bien, ça couvre en gros tout le spectre des activités qui correspondent du côté académique au développement de médicaments, c'est-à-dire le screening
des composés chimiques, l'imagerie ici, les biobanques ici, la recherche translationnelle, les modèles animaux, la biologie structurale, la recherche clinique et puis la bioinformatique. Tous ces éléments en fait correspondent à différents étages du développement de médicaments et ce sont toutes des infrastructures distribuées qui sont pan-européennes et qui ont pour mission finalement de fournir aux communautés de chercheurs, chercheurs académiques mais aussi chercheurs industriels, des services de qualité dans ces domaines-là. Et donc moi, mon job spécifiquement, c'est d'être le coordinateur de ce projet qui s'appelle ECRIN, qui est qui est donc l'infrastructure européenne de recherche clinique. La diapositive suivante. Donc vous comprenez bien que les intérêts en termes de formation de ces infrastructures sont tout à fait congruents avec ceux des industriels, puisque ce que les uns et les autres cherchent, ce sont des professionnels qui connaissent les technologies sous-jacentes, qui sont capables de fournir des services de qualité, qui sont capables de passer du milieu académique à industriel et qui sont capables de travailler dans un environnement multinational. Donc du coup, ces deux groupes se sont mis ensemble pour former le consortium d'M-Train et ont démarré un certain nombre de choses. Il y a une première chose qui est en cours, qui est assez intéressante, mais sur laquelle je vais passer vite parce qu'on n'a pas encore terminé. C'est une enquête dans laquelle on interroge au niveau de chaque pays des partenaires académiques et des partenaires industriels pour essayer de comprendre quels sont les besoins, quelles sont les capacités de formation et les stratégies de formation, s'il y en a, au niveau des différents pays. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que le profil de la France est retrouvé dans des pays comme l'Allemagne ou en Angleterre, mais dans beaucoup de pays, il y a une spécialisation, c'est-à-dire que beaucoup de pays ne font pas la totalité du spectre des activités de la recherche et du développement. Il y en a beaucoup qui ont pas ou qui ont abandonné toute la recherche préclinique, qui font partie du développement clinique uniquement et qui donc se concentrent sur certains segments. Il y a des pays qui sont spécialisés dans des domaines thérapeutiques. Le Danemark est très bon dans le domaine du diabète et des neurosciences, par exemple, et puis à côté, ils ont complètement abandonné. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé par une carrière de chercheur industriel dans certains pays, il faut bien regarder ce qui est fait en fait réellement au niveau de ces pays-là, et donc c'est ce qu'on a essayé de capter ici. Donc cette enquête nous donne certains renseignements, en particulier sur des aspects qui n'existent pas forcément dans tout un tas de pays. Par exemple, il y a des cours de ce qu'on appelle pharmaceutical medicine, qui est une spécialité médicale dans quelques pays, comme la Suisse, comme l'Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui deviennent spécialistes en pharmaceutical medicine, c'est-à-dire dans le développement de médicaments. Il y a un certain nombre de pays, la France en a en fait maintenant avec des programmes MD-PhD qui sont des voies en fait balisé pour des étudiants en médecine qui souhaitent faire un PhD, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire autrement. Des formations sur les technologies émergentes, bioinformatiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de pays, les étudiants de sciences en particulier reçoivent au cours de leur doctorat ou éventuellement de leur master, mais c'est plus souvent de leur doctorat, des modules qui leur donnent une compétence, disons, de type entrepreneurial, avec une sorte de mini MBA qui est intégrée à leur formation et qui les rend plus employables, disons, du côté des partenaires industriels. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses. Il y a des choses vraiment intéressantes. Par exemple, quand on interviewe des petits pays comme le Luxembourg, dans lequel ils n'ont aucune industrie de santé, mais une industrie très floride qui est celle de la banque, ils nous disent, nous, on n'a pas de cours de formation pour les biotechnologies, sauf qu'on a des modules de biotechnologie pour la formation des banquiers, parce que les capital risqueurs doivent connaître un petit peu de biologie pour savoir s'ils doivent investir ou pas. Donc il y a des choses assez amusantes comme ça. Du côté des industriels, on leur demande quoi? On leur demande un petit peu quel est le profil finalement et quelles sont les activités de l'industrie de santé dans leur pays. On essaie de savoir si effectivement ils couvrent la totalité du spectre ou s'ils se segmentent, disons, au segment de recherche clinique, etc. On veut savoir aussi s'ils se spécialisent dans des domaines particuliers, ce qui est une chose importante. On veut savoir quelle est la tendance à développement. Il y a un certain nombre de pays qui disent clairement qu'ils sont en train de perdre leur recherche préclinique. Il y a des pays, même petits, qui arrivent à maintenir ou même renforcer leur tissu de biotech ou leur tissu de PME dans le domaine du dispositif médical.
Voilà, et puis on essaie de capturer, disons, les tendances générales, et puis on essaie de savoir s'il y a des stratégies qui sont formulées de manière explicite, soit du côté des ministères. Vous savez qu'en France, on a par exemple ce qu'on appelle la stratégie nationale pour la recherche et pour l'innovation, donc on a effectivement des documents de stratégie, ça ne veut pas dire qu'ils sont appliqués. Il y a un document pour la formation, qui est le rapport qui a été fait par le LEM et par le président de l'Université de Bordeaux. Donc il y a un certain nombre de documents qui sont faits. En revanche, il y a pas mal de pays où il n'y a pas de stratégie explicite et où on n'a pas disons, de borne pour savoir dans quelle direction vont les gens. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et je pense qu'à la fin de l'année, on pourra faire une synthèse, faire une comparaison et donner, disons, un aperçu d'ordre qualitatif, disons, de ce qui existe en Europe. Deuxième aspect, c'est plus quantitatif, c'est le catalogue. Alors le catalogue qui s'appelle OnCours, je crois qu'il est ouvert parce que je suis allé sur le site aujourd'hui. Si vous allez sur ce site, vous allez avoir le catalogue. Je crois que le lancement était prévu pour le 6 juin, enfin apparemment c'est déjà en route. Donc si vous allez ici, vous avez un catalogue de tous les masters et de tous les PhD dans le domaine des sciences du vivant. Alors pour les masters, il est pratiquement complet, je crois. Pour les PhD, il est en cours d'élaboration. La diapo suivante. Donc, je vous montre un petit peu l'intérêt pour les gens qui cherchent des cours, c'est-à-dire pour des étudiants qui chercheraient un cours. L'idée qui est derrière OnCours, c'est de défragmenter le système, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants ne choisissent plus leur faculté, leur université pour une raison de proximité ou pour une raison de langage, mais créer un marché unique de la formation en Europe. C'est-à-dire que si vous habitez à Niort, vous n'allez pas forcément aller à la faculté de Poitiers, vous allez aller sur OnCours, et si vous trouvez qu'il y a sur ce catalogue en Finlande, en Italie ou n'importe où un cours qui est fait dans une langue à laquelle vous avez accès et qui vous permet de suivre une formation qui correspond à vos souhaits, eh bien, vous irez là. Donc l'idée, c'est de créer pour les étudiants cette sorte de marché unique, créer aussi une compétition pour les universités, puisque les universités n'auront plus de clientèle captive, donc seront obligés de faire un bon cours pour attirer des étudiants. La langue, c'est un élément qu'on prend en compte, c'est-à-dire qu'on essaie de dire si les cours sont faits dans une langue internationale. On ne dit pas forcément en anglais, mais c'est vrai qu'un certain nombre de cours maintenant sont faits en anglais pour trois choses en fait, soit pour faire en sorte que des étudiants de pays autres puissent venir, pour attirer des étudiants. Et ça, c'est une logique qui est très fréquemment rencontrée dans les universités privées, en particulier, où effectivement, pour attirer des étudiants et pour qu'ils payent les fees qui correspondent à leur inscription, les cours sont faits en anglais. Soit, deuxième situation, pour former les étudiants du pays à travailler dans un contexte international. Soit, une troisième chose, c'est pour attirer des enseignants qui ne sont pas du pays. Pour les fournisseurs de cours, c'est-à-dire que ce soit les universités ou d'autres choses, eh bien, ça leur permet de rendre leurs cours visibles, ça permet qu'il y ait un accès plus facile des étudiants, on va dire lointains, à cette formation. Et c'est aussi une évaluation de l'intérêt, parce qu'on peut voir le nombre de gens qui sont intéressés par ce type de cours. Et ce qu'on pense, c'est qu'à terme, au lieu de juste être un site qui donne des informations sur l'offre de cours, on souhaite aussi que ce site puisse être utilisé pour exprimer une demande de cours, c'est-à-dire que si un industriel, par exemple, souhaite qu'un cours soit mis en place, eh bien, il peut mettre cette demande. On souhaite un cours, disons, de pharmacovigilance à Hambourg dans 3 mois. Il peut mettre ça sur le site et puis voir qui peut organiser cette formation. Suivante. Alors voilà, ça c'est juste un exemple d'une description de cours. Hein. J'ai pris ça un petit peu au hasard. Donc c'est un MBA dans le domaine des biotech et du management pharmaceutique qui est fait en Autriche. Et vous avez donc une description. À terme, on souhaiterait aussi avoir des critères un petit peu de qualité pour pouvoir réellement créer un marché et une compétition à partir de ces choses-là. Je pense qu'aussi on aura des feedbacks des étudiants qui permettront de faire une évaluation. Diapo suivante. Alors en ce qui concerne la qualité, il y a une politique, enfin il y a des mémorandums qui ont été produits pour avoir une accréditation des cours de formation continue. Donc je vous laisse lire ces documents si ça vous intéresse, je ne vais pas insister dessus. La suivante.
Ça, c'est aussi une chose qui propose que pour la formation continue, il y ait des équivalents des ECTS, c'est-à-dire que les formations continues puissent être reconnues d'un employeur à l'autre, et que dans la formation continue, il faut bien voir qu'il y a deux types de choses. Il y a de la formation continue pour garder sa spécialisation et se tenir au courant dans sa propre spécialité, mais aussi il y a ce qu'on appelle du reskilling, c'est-à-dire que vous travaillez dans une compagnie pharmaceutique qui fait du cancer et qui abandonne le cancer et qui veut aller vers les neurosciences. À ce moment-là, il faut effectivement repartir non pas de zéro, mais du niveau que vous aviez pour acquérir une formation complémentaire. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes et qui doivent être codifiées pour empêcher que les gens ne se retrouvent à un moment ou à un autre prisonniers des formations antérieures. Et juste pour finir, PharmaTrain. Donc là, ce que je vous ai décrit, c'est les principales actions en cours actuellement de M-Train. Il faut dire que ce projet est un projet de 7 ans. Donc sur 7 ans, il va se passer un certain nombre de choses. On espère réellement qu'au bout de 7 ans, on arrive à créer un marché unique en Europe de la formation et des carrières et de l'emploi dans le domaine du développement de médicaments. PharmaTrain, c'est un projet qui est différent, qui est piloté par Fritz Bühler à Bâle. PharmaTrain, c'est un projet qui a pour objectif de faire des cours de niveau master dans le développement du médicament. Donc, qui couvre tout le champ des activités dans le développement du médicament, qui est fondé sur des cours qui existaient déjà dans 3 universités, qui sont celles de Copenhague, de Bâle et de Leiden, et qui étendent le concept avec un certain nombre de modules dans d'autres domaines. Et puis dans cet ensemble de modules, il y a un module qui concerne l'investigation clinique, qui pour moi est particulièrement intéressante parce que ça correspond à mon activité. Donc il y a ce cours qui s'appelle CLIC, pour Clinical Investigation Course, qui est en train de se développer avec un cours qui est électronique, qui est un e-learning tool, et puis avec des modules supplémentaires qui vont aller vers les maladies rares, le dispositif médical, la nutrition, etc., et qui sont en phase avec une politique mondiale maintenant. Il y a un groupe de travail au CDE qui a pour objectif de faciliter la coopération internationale dans le domaine de la recherche clinique et qui a fait des recommandations en ce qui concerne la législation, en ce qui concerne les infrastructures et en ce qui concerne la formation, avec un système qui sera a priori une accréditation des investigateurs des essais cliniques. Donc tout ça, c'est des choses qui non seulement sont une intégration à l'échelle européenne, disons, de la capacité à former et aussi de la capacité à évaluer, mais qui font partie maintenant de recommandations mondiales. Voilà, merci.